Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Je vous présenterai aujourd'hui le recueil Le lendemain d'hier de Nazan Bedjikani, publié aux éditions Les Poètes Français. L'émission sera scindée en deux parties. Je vais vous lire la quatrième de couverture. La secrète sont deux extraits en fait. Il y a eu deux préfaces. Une préface d'un poète et traducteur britannique, Richard McCain, et aussi celle de Daniel Lobers, professeur à l'université de Tours, puisqu'il y a eu plusieurs éditions de ce recueil. La secrète musique des poèmes de l'exilé Nazan Bedjikani émane d'une flûte. La flûte d'un désenchantement assumé pour mieux devenir une limpide écoute de soi, et donc de l'autre qui danse au son heureux et douloureux de cette flûte. Donc ça c'est Daniel Lobers. Le temps coule ou s'écoule à travers les poèmes de Nazan Bedjikani. Le ruisseau de son enfance devient le puissant fleuve Tigre, puis il se retrouve en exil sur l'océan Atlantique ou sur les rives de la Loire. Donc il y est évidemment question du génocide kurde et aussi des crimes d'honneur dont sont souvent victimes évidemment essentiellement les femmes, comme il y en a eu dans tous les pays du monde et même en France. Ça c'est les joies du patriarcat. Donc, je vais vous lire un certain nombre d'extraits de ce recueil qui est, je dois dire, poignant pour de nombreuses raisons. Exil. À la fin d'un voyage glacial. Au début d'une saison brumeuse, je suis arrivé sur une terre triste, où les couleurs étaient autres et les voix perçantes. La première nuit, j'ai déchiré mon faux passeport pour ensevelir le double qui m'avait accompagné tout au long de mon voyage solitaire, parlant pour moi au checkpoint. J'ai enterré cet être fictif et pleuré sur l'être réel qui fut moi un jour sur une colline fraîche qui n'est plus mienne mais respire toujours au fond de moi. C'était le début d'une saison sombre, la fin d'un long voyage. J'ai longé les ruelles désolées d'une ville inconnue, à la recherche d'une langue nouvelle qui chanterait l'errance d'une nation, à la recherche d'un miroir magique qui reflèterait tout mon être. Alors, le titre dans un colloque sur le bonheur au pays de Galles. Un psychologue a dit « Quand vous êtes déprimé, visitez les tombes, cela vous aidera à vous sentir heureux. » Un mince fil sépare la vie de la mort, mon ami, et je suis un cimetière. Je suis heureuse d'être vivante, mon ami, après Halabja et Anfal. Je suis heureuse d'être la voix d'une terre qui abrite les tombes de nos frères. Un mince fil sépare la vie de la mort, mon ami. Un mince fil sépare la vie de la mort. Donc Halabja est le nom de la ville kurde qui a subi les bombardements chimiques de 88 Saddam Hussein. Plus de 5000 personnes ont trouvé une mort immédiate, sans compter les nombreux blessés, etc. Anfal est un terme du Coran qui signifie littéralement le pillage et la destruction des infidèles. Il est le nom d'une opération génocidaire conduite dans la deuxième moitié des années 80 par l'armée irakienne contre la population civile kurde. En plus de la mort de centaines de milliers de gens, la destruction de milliers de villages, la déportation, le déplacement de la population et ce regroupement dans des camps de concentration, 182 000 personnes sont portées disparues à ce jour. Donc il était bon de se le remémorer. Le mur. Je me suis réveillé un soir d'un sommeil profond et me suis retrouvé dans le froid d'un coin de terre rempli d'incertitude. J'ai cherché la douceur du ciel, l'odeur fraîche du sable après la pluie d'été,
la berceuse des arbres, le silence habité de ma mère et la silhouette rassurante de mon père. J'ai cherché le rire enfantin de ma sœur et la présence paisible de mon frère. Dans le froid de ce coin de terre rempli d'incertitude, je me suis retrouvé face au mur, nu d'un camp de réfugiés, dans le silence de la pierre, reflétant le visage effacé de mon père, le rire gelé de ma sœur, un mur nu et bêté, reflétant tous ces morts qui n'ont pu fuir la pluie empoisonnée d'Alabja, pour se réfugier ici, dans ce froid coin de terre. Fin d'après-midi au bord de la Loire. Seul, à la fin de l'après-midi, un vieux livre sous le bras, je me promène au bord de la Loire. Et je les entends dire, c'est un temps de sécheresse. La Loire ne gazouille plus et n'offre plus ses fleurs soyeuses aux mains amoureuses du vent. La Loire a l'allure d'une saison blessée qui passe doucement. Voici un groupe d'enfants, couleur de bonheur, jetant des pierres plates et douces sur le fleuve. Les cercles de ricochet sont des regards ridés de vieilles dames, assises dans le vide de la journée, rêvant au matin de leur vie. Et la Loire est une fine ligne qui s'étire vers une vallée grise. Et il y a des hommes enivrés, chassant de leurs épaules la poussière violette des années, et leurs bouteilles vides, la ceinture de leur solitude. Et la Loire qui coule paisible est une douce note de flûte. Et il ne cesse de dire, c'est un temps de sécheresse, et les mouettes de mer ne dansent plus, et les rochers ne rêvent plus, et la Loire qui jaillit en douceur est un aigle aux ailes brisées. Et je les entends dire, c'est un temps de sécheresse. Le regard bleu et fixe de la Loire, c'est une poète exilée qui marche avec un vieux livre sous le bras, disant bonsoir à la Loire, disparaissant. La vie dans un jour. Je suis né un matin avec l'aube. Le soleil a mis un collier de rayons sur mon cou. Et le ruisseau, devant Ratigazé, m'a tendu une branche d'eau. À midi, je me suis plongé dans la rivière de Chakimishka. Je me suis parfumé d'eau de rose et j'ai piqué une violette dans mes cheveux. L'après-midi, je suis allé avec mon amant au rivage du Tigre. Baisers, poèmes deviennent bateaux nous transportant vers les ports de la volupté. Après le coucher du soleil, nous sommes retrouvés, allongés au bord de l'Atlantique. Nous avons bâti 2 tombeaux et écrit le temps. Alors je m'excuse auprès de Nadzam Benjikeni pour la prononciation. Et voilà. Alors Ratigazé, le jardin natal de l'auteur, et Chakimishka est la ferme d'enfance où elle a grandi. Ce sont les précisions de l'auteur. Question. Quand j'étais enfant, je voyais la beauté des marguerites entre mes doigts, dans la verdure du vignoble Sewan. Je révisais ma première leçon, tendant doucement la main pour cueillir une fleur. Je réussirais, je ne réussirais pas. Je réussirais, je ne réussirais pas. Les pétales étaient des papillons, coquets et joyeux, posés sur l'herbe sereine. J'étais une enfant et je voyais la beauté des pâquerettes entre mes doigts. Quand j'étais adolescente, mes leçons, semblables au vent, s'éparpillaient autour de mon corps. Je tendais mes doigts et cueillais une fleur. Il m'aime, il m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas. Les pétales de marguerite dansaient en flocons de neige joueuse qui pleuvaient sur l'herbe indulgente. J'étais encore une enfant qui voyait la beauté de marguerite entre mes doigts. Maintenant, sur le seuil de l'hiver, j'ai appris toutes les leçons,
parcouru toutes les distances et les pétales de marguerite, désolé, soupirent dans le pli de mes doigts et je questionne. Rentrerai-je au pays? Y retournerai-je? Y retournerai-je? Ma mère photographiée parmi les feuilles de tabac. Ta photo dans le verre des feuilles de tabac reflète la lumière de l'Orient. Tu te plies au milieu des sillons, des plants de tabac qui regardent fixement, comme le doute après la conviction. Tu cueilles les feuilles, les mettant dans le charoga, pendu à ton cou, les portant au berrewan. Tas de feuilles tristes, tas de silence, cachés sous le nour de l'Orient. Les rides de tes mains me parlent, elles disent l'histoire d'une enfance brisée, la solitude des femmes de ma contrée. Je regarde tes doigts, tu enfiles une à une les feuilles sur la broche de tabac, comme un collier de perles. Puis tu t'agenouilles devant ce monceau de parures, tu les poses sur ton dos, grimpant la colline pour atteindre le Tchardagh. Tu les suspends en lignes précises pour les sécher. Les lignes infinies du tabac en collier, cicatrices infinies dans ton cœur. Je peux sentir ton corps desséché comme les plants de tabac dans la chaleur de l'été, et ta vie semblable aux feuilles de tabac, arrachées et brûlées, comme une cigarette, entre les doigts d'un homme. Alors je m'excuse une fois de plus pour la prononciation. Charoga, courroie passée autour du cou pour récolter les feuilles de tabac. Berriwan, une cour ou une terrasse où on se repose en été pour se rafraîchir. Et le Tchardagh, c'est le lieu où le tabac est suspendu pour le séchage. Voilà. Moi j'ai des notes en bas de page, mais pas où. Je vous recommande de vous procurer le recueil. Alors, mon corps m'appartient. Une étendue blanche, quadrillée d'allées vertes. Mon corps grandissait doucement. Bientôt ces allées sont devenues des frontières entre moi et mes rêves, entre moi et mon désir. D'abord ce fut ma mère, qui m'a innocemment jeté entre les mains d'une sorcière et a déclaré « Bénissez-la pour toujours ». Un flot rouge a coulé de mon sud. Une nuit dans la cour de mon enfance, j'ai entendu le chuchotement d'une main, essayant de chanter sur mes rivages, dans l'écume des vagues. Un jardin a jailli du sable, alors la chanson les a réveillés, et ils ont décidé de couper mes membres. Une rivière rouge a inondé mon est. Puis une brise de rire a touché mes cheveux, a illuminé mon visage. Enchantement, une fontaine est née, comme une symphonie dans l'air, et il les a réveillés, ils ont décidé de couper mes lèvres. Un torrent rouge a inondé mon ouest. Un soldat a marché dans mon jardin, a accueilli mon lilas blanc et a effeuillé mes saisons. Ils ont prononcé ces paroles. « C'est de sa faute !» Et ils m'ont jeté entre les mains d'un vieil homme qui a asséché ma source, versant une poignée d'obscurité sur ma jeunesse. Un océan rouge m'a emporté dans son déluge, faisant de moi une veuve de 12 ans. Quand réconcilié avec moi-même, mon corps est devenu le mien, une étendue mélancolique, quadrillée d'allées, et au centre, j'ai planté un arbrisseau, l'arbrisseau de la liberté. Mais j'étais seul, et ils étaient tous. Les contes de ma grand-mère, à mon frère défunt, Kebad. Sur l'immensité de ton absence, une fenêtre s'est ouverte. Une fenêtre à la taille de la joie de se revoir. Une fenêtre à la taille des retrouvailles avec le passé, dans la sérénité des contes de ma grand-mère. La vie peut être un moment lilas,
entre une sœur et un frère, dans la chambre blanche des mots, devant la cheminée de ma grand-mère à la chaleur de sa sagesse. Et elle disait, la vie peut être une attente douloureuse, de l'amour ou du départ, de la naissance d'un rêve ou d'une dissolution dans la poussière. La vie peut être l'attente de la perte éternelle de quelqu'un et le début d'une fin, la fin d'un attachement, le commencement d'une habitude. La vie peut n'être qu'une habitude, l'habitude d'être ensemble ou d'être face au vide, l'habitude de l'absence et du visage froid des années, l'habitude d'une autre attente, l'attente de l'ouverture d'une autre fenêtre, à la taille des retrouvailles. Le temps d'offrir une clé avec la certitude nue de refermer les portes, une porte sur la distance, l'autre sur l'éclat du temps, une porte sur l'amour, l'autre sur la disparition des rêves, une porte sur la chambre blanche des mots, l'autre sur les « il était une fois » de ma grand-mère, une porte sur la cour que nous avons traversée, l'autre sur l'embrasure d'où nous sommes arrivés, et une porte sur l'éternité de nos liens. Et puis ma grand-mère disait, la vie peut n'être qu'une porte pour entrer et sortir d'ici-bas, une porte qui se ferme à jamais. Et un dernier texte pour cette première partie. Dieu n'est pas mort pour ma mère. La vérité est une illusion, disait Nietzsche. Pour ma mère qui n'est jamais allée à l'école, la vérité c'est de se redresser calmement après le déluge, les mains sereines pour faire renaître le jardin, parler la langue des arbres et lire l'alphabet de la pluie. Pour ma mère, la vérité c'est de lire le silence sur le visage de mes frères couchés sous la pierre. De voir l'éclair jaillir dans le bleu du ciel et dessiner la lumière du divin jusqu'au-delà des nuages et des étoiles. Si vous pouvez voir les ailes blanches de vos enfants morts voler dans l'azur sur une allée de lumière, vous ne pouvez vouloir que Dieu meure. Dieu n'est pas mort pour ma mère. Voilà, c'était la première partie de l'émission consacrée au recueil du lendemain d'hier de Nazan Bedjikani. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de cette émission. Merci pour votre écoute.